Bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle conférence dans le cadre des Mardis de la parentalité organisée par la CAF Touraine. 2 fois par mois, c'est un temps de réflexion et d'échange que nous vous proposons, accompagné de professionnels sur une thématique choisie. Vous pouvez interagir durant cette conférence en envoyant vos questions, vos remarques. Pour cela, vous avez 2 possibilités. Pour ceux qui ont un compte Gmail, vous avez accès au chat sur YouTube. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse Gmail, vous pouvez cliquer sur le lien inscrit sur la page d'accueil et écrire sur le pad. La conférence de ce soir s'intitule « Puberté, sexualité et consentement » et sera animée par un binôme de professionnels, Valérie Verdier, psychologue et coordinatrice de l'espace Santé Jeunes à Tours, et Christine Mériot, infirmière et sexologue au Centre hospitalier régional universitaire de Tours et au conseil départemental. Donc ce soir, nous vous proposons d'aborder ensemble les grandes étapes du développement de l'enfant, de la petite enfance jusqu'à l'adolescence avec la période de la puberté. Comment trouver sa place en tant que parent dans les questionnements qui surviennent à ces étapes. Comment accompagner son enfant dans la relation à l'autre, dans les relations amoureuses. Comment aborder la question d'intimité et de sexualité avec ses enfants. Bonsoir Valérie, bonsoir Christine. Bonsoir. Bienvenue pour cette nouvelle conférence des Mardis de la parentalité. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter vos fonctions et puis les structures dans lesquelles vous les exercez? Sans problème. Bonsoir à tous. Christine Mériot, je suis infirmière au centre de santé sexuelle 5 rue Jean Fouquet à Tours Centre, situé à proximité de l'hôpital Clocheville et du boulevard Béranger, qui regroupe un centre de planification, un Cégide et un centre de vaccination publique. Alors le centre de planification, c'est un lieu d'accueil, d'écoute, d'information autour de la sexualité. C'est aussi un lieu de consultation médicale autour de la contraception, pour les suivis de grossesse, pour de la prévention des grossesses. Le Cégide, c'est le centre de dépistage des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Et le centre de vaccination publique, c'est le centre de vaccination publique du département. À toi Valérie de te présenter. Alors moi je vais mettre aussi quelques sigles parce qu'on s'appelle à des fois ESJPAEJ. Alors ESJPAEJ ça veut dire Espace Santé Jeune, point accueil coup de jeunes. Et pour faire court en fait on est une structure qui s'occupe de l'adolescence et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Et on est une structure de prévention où on mène à la fois de l'entretien individuel et des actions collectives autour de tout ce qui peut agiter l'adolescent. Et on est à la fois basé à Tours, donc tout près d'ici, puisque c'est rue Michelet, au 95 rue Michelet. Et on est aussi présent sur Amboise. Alors je ne vous donnerai pas l'adresse d'Amboise, pas parce que c'est mystérieux, mais parce qu'on est dans plein d'endroits différents, à la fois au centre social des Acacias, à la on appelle ça la MJC maintenant, et aussi dans les locaux de l'école d'infirmières, et puis dans d'autres espaces plus temporaires. Voilà un petit peu pour présenter. Et je suis de formation, pour le coup, je crois que je ne l'ai pas dit, psychologue. Alors moi j'ai une première interrogation. On en entend pas mal parler en ce moment. On entend parler de santé sexuelle. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi s'agit-il? Si vous avez une définition à nous donner ce soir. Alors, la sexualité, il faut se rappeler que c'est quand même un aspect central de l'être humain tout au long de sa vie. Et depuis des années, effectivement, on assiste à une évolution des concepts qu'on utilise dans le champ de la sexualité. En même temps, comme on peut le constater, la société évolue, le rapport à la sexualité aussi s'est modifié. Des enquêtes depuis les années 1940 aux États-Unis et en France sont menées pour étudier les comportements sexuels et pour aussi promouvoir l'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors l'Organisation mondiale de la santé a ainsi souhaité développer cette notion de santé sexuelle depuis 1974. Pourquoi ? Eh bien pour qu'il y ait une nouvelle approche qui puisse aborder la sexualité sous un angle du bien-être et du plaisir et non plus uniquement sous l'aspect des risques et des maladies. Alors la définition exacte, je vais vous la lire. C'est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité. Donc ce n'est plus seulement l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle, elle exige une approche positive et respectueuse de la sexualité
et des relations sexuelles, ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination et ni violence. Tout un programme. Exactement. Mais pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, il faut respecter les droits humains et les droits sexuels de toutes les personnes afin de les protéger. Alors, donc effectivement, on voit qu'on n'est plus dans une approche par risque et par pathologie. Et la santé sexuelle, elle repose vraiment sur un équilibre de plusieurs piliers. L'autonomie dans les rapports sexuels, la satisfaction physique, sociale, psychique et émotionnelle, et une sécurité dans ces relations. Et bien sûr, on l'abordera tout à l'heure, le consentement. Voilà, donc effectivement, on appréhende la personne maintenant dans son ensemble. Alors, quels sont les indicateurs? Parce que finalement, voilà, c'est une grande définition. Quels sont les indicateurs pour pouvoir parler de la santé sexuelle? Eh bien, un des premiers indicateurs qui sont surveillés et observés tout au long de ces années, c'est peut-être, en ce qui nous concerne ce soir, l'âge du premier baiser, qui reste autour de 13-14 ans, l'âge des premiers rapports sexuels, qui est stable depuis de nombreuses années. Donc, pour les garçons, c'est 17 ans et 2 mois, pour les filles, 17 ans et demi. L'évolution, on observe l'évolution de la protection lors des premiers rapports sexuels, l'utilisation du préservatif qui est souvent utilisé à 80%, et puis là, bien sûr, il y a l'observation des violences, des discriminations, des infections sexuellement transmissibles, les méthodes de contraception qui sont utilisées et les troubles de la sexualité. Mais peut-être avant d'aborder tout ça, est-ce qu'on pourrait peut-être, Valérie, aborder le développement psychosexuel de l'enfant? Bien oui, parce qu'avant d'arriver à tout ça, en fait, ça se met très très souvent. On parle en fait on commence à parler de sexualité. Enfin, la sexualité, on la représente à partir du moment de la puberté, même un petit peu après la puberté. Mais la sexualité, en fait, en tout cas, tout ce qui est lié à la santé sexuelle, ça se construit bien avant l'adolescence et avant que tout se mette en place dans le corps. Et ça commence en fait tout petit, donc dès la naissance, où l'enfant, il faut qu'il apprenne un peu à découvrir son corps et les sensations que vont procurer son corps. Donc c'est vrai que quand on regarde dans le développement de l'enfant, chez les tout petits, alors il y avait un livre à l'époque de Freud qui avait fait scandale, puisqu'il parlait déjà de sexualité, il avait employé ce mot-là sur les enfants, ça avait été très contesté, enfin il y a eu plein de choses autour de ça. Aujourd'hui, on pense que la sexualité, c'est vrai qu'elle est partout, on a l'impression que on est assez libre et assez libéré sur ça, mais dès qu'on aborde la sexualité chez le tout petit, c'est vrai que certaines fois, ça surprend certains parents en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont pas l'âge, etc. etc. » Alors, il faut différencier ce qu'on va appeler la sexualité et avec l'acte sexuel, souvent qu'on associe peut-être trop à la sexualité, qui effectivement, Christine l'a donné tout à l'heure, à peu près 17 ans chez le premier rapport, 17 ans chez le garçon et chez la fille, à quelques mois près. Mais la sexualité, elle se construit bien avant, c'est-à-dire que le petit, déjà, à la naissance, il va apprendre on peut dire qu'entre 0 et 6 ans, l'enfant, il apprend à connaître les différentes zones de son corps et à prendre du plaisir avec ces différentes zones de son corps. Donc la première zone avec laquelle il a de la sensation, parce que d'un point de vue moteur non plus, il n'est pas encore en capacité de prendre, il y a encore des choses qui ne sont pas bien connectées dans son cerveau. Donc la première zone, c'est la bouche. Et c'est vrai que la bouche, c'est quelque chose par lequel l'enfant, il va s'attacher à sa maman. On dit la bouche et tout touché en fait, ça va aussi avec. Donc c'est la bouche qui va amener de la sensation de plaisir. J'ai faim, on me donne à manger, je prends du plaisir. Et puis je pleure, ma maman ou mon papa me prennent dans leurs bras et ça m'amène une satisfaction. Donc là, on est déjà dans le corps qui amène une certaine forme de plaisir. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va être lié à l'apprentissage de la propreté, où on va encore apprendre là qu'effectivement, il y a d'autres zones qui peuvent amener une décharge du plaisir, ou à l'inverse, faire mal aussi, certaines fois. Et puis l'apprentissage de la propreté, c'est aussi se rendre compte que son corps, quelque part, il peut avoir une puissance par rapport à l'autre. Alors je m'explique, parce que ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça,
Mais on voit bien que sur l'apprentissage de la propreté, donc je fais du bien à mon corps en allant aux toilettes ou en ne pas allant aux toilettes, mais je peux aussi avoir un pouvoir sur l'autre. Donc ça, on commence aussi à inscrire la sensation du corps et le bien-être du corps dans quelque chose de relationnel. Et puis il y a une étape qui est peut-être plus parlante, en tout cas pour les parents, parce qu'elle touche plus les organes génitaux, où on arrive à peu près vers 2-3 ans, où à 2-3 ans, l'enfant, et là on va avoir des comportements d'allure sexuelle, où là l'enfant, il découvre qu'il y a des filles, qu'il y a des garçons. Alors je vais employer un mot, il découvre qu'il y a un zizi, on va dire, et pas de zizi. Alors si on emploie ces mots-là, on y reviendra tout à l'heure sur l'emploi de ces mots-là, c'est parce que c'est le vocabulaire qu'on emploie le plus souvent. Et il y a ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et ça fonctionne en tout cas chez le petit. Ça va aussi avec le développement intellectuel, puisque le tout petit, en fait, il ne croit que ce qu'il voit. Et le sexe qu'il voit, c'est le sexe masculin. Donc c'est vrai qu'il va y avoir tout un jeu entre 2 et 3 ans de pourquoi j'ai quelque chose, pourquoi j'ai pas quelque chose. Et l'absence c'est la petite fille, forcément, c'est elle qui n'a pas le truc, on va dire. Ça va l'amener à ce qu'on appelle la castration, et ça va l'amener à vouloir aller posséder ce qu'elle n'a pas. Et ça va lui permettre de rentrer dans ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Mais peut-être avant de développer cette partie-là, peut-être juste revenir sur les comportements qu'on va pouvoir voir chez les enfants de 2-3 ans, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est des comportements qui interrogent, en tout cas le parent, et puis qui interrogent même aussi certaines fois certains professionnels, puisque vers 2-3 ans, on va voir des enfants qui aiment se regarder l'un et l'autre. On le voit dans les structures petite enfance, quand il y en a un qui demande aux toilettes, il y en a toujours un ou deux qui a envie de suivre, et puis ils se regardent, et certaines fois ils se regardent avec insistance. Certaines fois, ils vont. Alors, on parle d'exhibition, on parle de voyeurisme aussi. C'est aussi un âge où alors on regarde, mais on aime aussi s'exhiber, c'est-à-dire que se balader les fesses à l'air, c'est aussi un certain plaisir. Et puis, on aime aussi se toucher. Donc, il y a ces 3 comportements-là qu'on va pouvoir commencer à voir vers 2-3 ans. Et c'est cette constatation-là de il y a quelque chose ou il me manque quelque chose qui va permettre à l'enfant de rentrer aussi dans ce qu'on appelle l'identité sexuelle, c'est-à-dire qu'il va se concevoir fille ou garçon. Alors aujourd'hui on dit fille et garçon aussi, ça fait partie un petit peu de l'évolution de ce qu'on peut voir. Et c'est... du coup, parce que je me dis du coup, voilà, ça c'est très concret, donc 2-3 ans, on se suit, on regarde, on touche, etc. On en parle du coup, les parents nomment tout de suite les choses, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant, qu'est-ce qu'on peut en dire sans que ce soit culpabilisant, mais peut-être que certains enfants ça les gêne aussi. Alors je ne crois pas qu'il faille, il faut en tout cas pas interdire et certainement pas punir, gronder ou quoi que ce soit. Mais ce qui est important en fait par rapport à ça, c'est important de laisser l'enfant découvrir son corps, mais il faut le ramener quand même à quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité. Voilà. Et il y a des choses qu'on ne montre pas, ses fesses en plein centre-ville, etc., etc. Donc c'est pas l'interdire, c'est dire il y a des moments et il y a des temps où on peut le faire et d'autres où on ne peut pas le faire. Et de la même façon, on voit certains petits garçons, certaines petites filles qui vont aller tripoter la poitrine, par exemple, ils s'assoient sur les genoux, ils vont aller tripoter la poitrine de la personne sur qui ils sont assis. Ça fait aussi partie des choses sur lesquelles il va falloir recadrer et dire non, là, voilà, on ne touche pas l'autre sans avoir eu l'autorisation. Enfin, on y reviendra tout à l'heure. Ça fait partie un petit peu des choses qu'il faut recadrer. Donc, effectivement, il faut mettre des mots sur ça, mais il faut accompagner cette découverte-là et certainement pas l'interdire. On reviendra tout à l'heure aussi sur les mots à utiliser. C'est vrai que quand les enfants sont petits, c'est là qu'on voit comme c'est... en fait, si c'est compliqué de parler de sexualité, en fait, à un jeune enfant, c'est qu'on a nous-mêmes, quand on est adulte, logiquement, été à peu près éduqués à ça, et on nous a dit qu'il ne fallait pas en causer, qu'on n'en parlait pas de ça, que c'était quelque chose d'intime, qui ne se racontait pas, etc., etc. Et là, d'un seul coup, quand on est face à des enfants, on nous demande de raconter des choses qu'on nous a dit de ne pas raconter.
Donc ça crée une espèce de malaise en fait, on se dit mais mince, et c'est compliqué, on y reviendra aussi tout à l'heure, c'est compliqué pour le coup d'aller aborder ça directement. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu gêné par rapport à un sujet ça. un peu tabou. Ouais. Mais c'est Dans les important, familles et, ouais, en général. ouais, c'est important de nommer les choses, et nommer les choses avec leur vrai nom. Parce que si on appelle ça, comme j'ai dit tout à l'heure, zizi, foufoune, la petite souris, enfin, il y a tout un tas de noms qui peuvent exister, eh ben, on ne donne pas le vrai vocabulaire, et on y reviendra tout à l'heure, quand l'enfant il arrive à avoir 15-16 ans, à 15-16 ans, s'il n'a pas le bon vocabulaire, qu'est-ce qu'il va dire? Il ne va pas dire zizi, parce que c'est trop enfantin et il est en train de grandir. Ben, c'est là que les mots, si on ne leur a pas donné tout petit, les vrais mots, ben, plus tard, il appellera. Enfin, voilà, les mots seront sans doute. Il aura été peut-être les chercher sur Internet et ça risque d'être assez fleuri parce que les vrais mots n'auront pas été forcément saisis et appris. Donc on fait quoi? On associe les deux mots? Effectivement, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, on associe les vrais mots. Il faut donner les vrais mots. Enfin, on en causera tout à l'heure. Si on reprend sur notre développement, donc il y a tous ces comportements-là qui arrivent. Puis après, donc, il découvre qu'il est une fille ou qu'il est un garçon, ou des fois, c'est pas clair. Et puis là, on va commencer à voir, c'est l'identité sexuelle qui se met en place. Et là, on va voir, par exemple, dans les jeux, on va commencer à avoir des jeux qui interrogent un petit peu le rapport au corps. Alors, vers 2-3 ans, vous avez des enfants qui jouent à papa-maman, ils jouent au docteur. Voilà, c'est aussi le moment comment on fait les bébés, d'où ça vient. Alors, s'ils ne posent pas directement, dans le jeu, on va voir toutes ces interrogations-là. On se souvient tous, en regardant des jeux d'enfants, de petits garçons comme de petites filles. Et c'est bien là qu'on voit leurs interrogations, qui se mettent des coussins sous le t-shirt, et puis tchouk, d'un seul coup, ils accouchent. Ils ne savent pas comment. C'est les jeux d'imitation. Voilà, c'est les jeux d'imitation, mais qui montrent bien que c'est un truc qui les agite, en tout cas sur cette période-là. Donc même s'ils ne demandent pas directement comment on fait des bébés, mais ça reste malgré tout dans leur questionnement, dans leur interrogation. Donc il va falloir effectivement, on en reviendra tout à l'heure, peut-être à certains moments répondre aux interrogations de l'enfant, alors qu'elles soient directes ou indirectes. Donc ça, c'est vers 2-3 ans un peu qu'ils se découvrent comme ça. Et puis effectivement, le fait, il va y avoir le fait de cette conscience, là je suis un garçon, je suis une fille, on dit que l'enfant, il va se rapprocher un petit peu d'une envie de possession et il va aller voir au sein de sa famille un petit peu. Donc on dit que la petite fille va tomber amoureuse de son papa et puis l'inverse pour le petit garçon, et que le parent, pour le coup, du même sexe, devient un obstacle un petit peu à la relation. Donc c'est ce qu'on appelle la période oedipienne, qui permet de concevoir et qui permet... L'enfant, il a envie de l'objet de son désir, et l'objet de son désir, c'est le père ou la mère. Et il est important dans cette période-là de faire comprendre au petit garçon comme à la petite fille que c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'ils sont trop petits pour posséder l'objet de leur désir du moment. Il faut qu'ils attendent plus tard. Et ça se passe dans les 6 premières années de vie de l'enfant, et c'est ce qu'on appelle les stades prégénitaux. Donc c'est ce qui construit, en gros, il y a un petit bout de l'oralité que j'ai pris là, un petit bout de ce qu'on appelle l'analité, un petit bout du stade phallique, tout ça, ce bazar-là, on en fait un tout, et ça commence à construire l'adolescent sexuel, entre guillemets, que je vais être un petit peu plus tard. Mais c'est aussi une prise ils découvrent leur corps, et c'est aussi à ce moment-là qu'il faut effectivement leur apprendre ce que c'est que l'intimité, le respect des autres, le respect de soi, et c'est pour pouvoir effectivement, pour que ça puisse être utilisé à l'adolescence, afin de se protéger et d'aller aussi à la rencontre de l'autre. On y reviendra sur l'oralité. Je n'ai pas parlé du bisou, mais le bisou, c'est quelque chose qui passe par la bouche. On embrasse ce qu'on aime. Enfin, on en reviendra aussi sur le consentement. Mais voilà, ça fait partie de toutes ces choses-là. Ça se construit petit à petit durant cette période. Et c'est vrai que autant, et c'est là qu'il faut être vigilant, parce que vers 3-4 ans, que 2 petits garçons se regardent et même aillent tripoter leurs organes génitaux, ça n'a rien de dramatique en soi. C'est vrai qu'il y a des parents que ça inquiète terriblement aujourd'hui. Ça fait partie du développement normal et de la découverte de son corps et du corps de l'autre. C'est vrai que si on retrouve ces comportements-là chez un enfant de 9-10 ans, ça va nous interroger un petit peu plus.
Mais chez des enfants de 3-4 ans, ça fait complètement partie de la découverte du corps de l'autre. Et parce qu'ils ont bien intégré qu'ils étaient une fille ou un garçon, ils sont fiers de le montrer et ils vont effectivement aller explorer, voilà, si l'autre est pareil, est-ce que tu es comme moi, est-ce que je suis comme toi, c'est important pour eux. Et du coup, dans l'histoire, quand même, il n'y a rien de dramatique parce que ça fait partie d'une étape. J'apprends à me connaître, j'apprends à connaître l'autre aussi, on voit nos différences. Cependant, on l'évoquera dans le consentement aussi, et ça peut pour un enfant être mal vécu, que l'autre aille voir. Donc du coup, il y a quand même il y a aussi comment on écoute l'enfant par rapport à ça, en fait. Je pense que ce sont des étapes par lesquelles l'enfant passe, mais il y a quand même un cadre qui existe. Et oui, c'est à ce moment-là aussi, on reprendra ça tout à l'heure, mais effectivement, c'est à ce moment-là où l'enfant, on doit lui apprendre à respecter son corps et que qui a le droit effectivement de toucher à son corps, c'est lui, ses parents et éventuellement les professionnels de santé lors d'un examen médical ou d'une hospitalisation et personne d'autre. C'est aussi là qu'il est important d'expliquer aux enfants et d'évoquer ça, parce que c'est aussi ce qui participe à la prévention éventuellement d'attouchement, d'abus sexuels. C'est-à-dire que si on n'a jamais expliqué à l'enfant que l'autre n'avait pas le droit de toucher à son corps, ça va être compliqué pour lui, il ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc ça sera compliqué d'aller dire, là, il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas bien un ordinaire, quoi, qui devrait ne pas avoir existé. Mais on voit bien que l'enfant, quand même, il est assez libre de son corps. C'est sur la notion de pudeur. La pudeur, c'est quelque chose qui va se mettre en place après. Et la pudeur, elle va avec l'intimité qui va se mettre en place. Et la pudeur, chez l'enfant, elle commence à arriver vers 4-5 ans à peu près, où on voit, ils ne veulent plus trop se mettre, se déshabiller devant quelqu'un, même prendre le bain des fois. Prendre le bain avec les parents. Ouais, ça devient compliqué. Puis même... pas avec les parents, mais même devant les parents. Il y en a certains qui veulent mettre un maillot de bain dans la baignoire. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui commencent à s'installer. Et c'est plutôt bien. Ça montre que fermer la porte des WC. Voilà, toutes ces petites choses-là. J'imagine que c'est des signes qui indiquent aux parents qu'il y a cette pudeur qui arrive. C'est le moment de respecter l'envie de fermer la porte, d'être tout seul. Et puis faire exactement comme avant. Et à l'adolescence, ce sera fermer la porte de la chambre avec le panneau interdit d'entrée. Aussi. C'est vrai qu'après la sexualité, il y a toute une période qu'on appelle la période de latence qui va entre 6 et 12 ans. Alors ça ne veut pas dire que ça n'agite plus l'enfant, mais ça ne l'agite plus de la même façon. C'est-à-dire que dans son corps, il a à peu près compris ce qui se passait, d'où il venait, fille, garçon, machin, truc, tout ça, c'est à peu près au clair. Il a compris en fait qu'il fallait qu'il attende plus tard pour pouvoir... posséder un autre et être amoureux, pas être amoureux, mais en tout cas posséder un autre et pouvoir être en capacité d'avoir des relations sexuelles. Et ça va arriver effectivement avec la puberté et avec tous les signes associés à la puberté. Alors, je ne sais pas si tu veux les rappeler. Non. Christine, non, si, ça pourrait être bien. Les signes de la puberté. Alors le premier signe, c'est effectivement les poils qui poussent. Ouais. Donc là, on parle de garçons et filles. Garçons et filles. Les poils qui poussent, c'est chez les garçons et les filles. Après, chez les filles, effectivement, c'est la poitrine qui commence à apparaître. L'arrivée, effectivement, qu'ils seraient en capacité de se reproduire avec l'arrivée des premières règles, des premières éjaculations chez les garçons. Effectivement, ils sont confrontés à ce corps, quand ils se regardent dans la glace, qui se transforme. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, c'est aussi, on augmente, on grandit. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les effets secondaires désagréables, parce qu'effectivement, tout ça aussi, il faut leur expliquer que c'est le cerveau qui est effectivement le chef d'orchestre de la sexualité. C'est lui qui va tout mettre en route. Donc, il va faire sécréter les hormones, certaines hormones qui vont faire sécréter au niveau de l'appareil génital les hormones sexuelles. Et c'est une véritable révolution pour ces adolescents qui sont un peu en ébullition et qui parfois se regardent dans la glace en se disant « mais je ne me reconnais plus, qu'est-ce qui se passe ?» Les effets secondaires aussi, c'était effectivement l'acné, puisque les hormones sont tellement en ébullition que parfois, effectivement,
Il y a ces effets secondaires où les pores peuvent être obstrués parce qu'il y a un excès de sébum et c'est la catastrophe, l'acné. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ouais. Et puis, effectivement, c'est la rencontre de l'autre, hein, que là, effectivement, la rencontre de cet autre, les premiers sentiments amoureux. Je crois que sur les indicateurs, hein, on peut dire que les filles sont plus en avance. Alors, je ne sais pas si c'est plus en avance. En tout cas, ça arrive plus tôt chez les filles que chez les garçons, la puberté. Et ça dure à peu près 2 ans, cette histoire-là. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple à vivre pour l'adolescent. Parce que dans tout ce que Christine vient de décrire, il y a une notion d'imprévisibilité. Le mot n'est pas simple à dire. C'est-à-dire que l'acné, effectivement, le soir, je me couche, je suis nickel, et le lendemain, je me réveille, toc, un bouton. C'est pas très agréable. Les règles, c'est pas tous les 28 du mois tout de suite, hein, il faut un certain temps. Donc ce corps-là, nouveau, il faut l'apprendre, il faut apprendre à le connaître, il faut aussi le regarder, il faut aussi le toucher. Ça va passer aussi par tous ces comportements, des comportements en fait qu'on retrouve, les mêmes qu'on pouvait avoir à peu près, qu'ils pouvaient avoir à peu près vers 2 ans, 3 ans. Sauf que là, effectivement, la notion d'intimité et de pudeur, elle est acquise. Donc ça ne va pas se passer de la même façon. Et là, effectivement, ils ne vont pas le faire devant tout le monde. Ils vont avoir besoin de se cacher, ils vont avoir besoin d'aller voir des images, de vérifier s'ils sont bien dans les normes, entre guillemets. Enfin, voilà, il va y avoir tout un tas d'inquiétudes autour de cette transformation-là. Et puis, ce qui est... cette sexualité-là qui arrive, elle va, à l'adolescence, en tout cas, bouleverser, parce qu'elle va donner une espèce de statut social à l'enfant, c'est-à-dire qu'il n'est plus un enfant, il commence à être autonome, il commence à devenir un homme ou une femme. Et pour le coup, ça va modifier ses rapports aux autres adultes, c'est-à-dire que la puberté, c'est ce qui va faire en sorte que l'adolescent, il va comprendre aussi que pour avoir du plaisir, eh ben, il y a lui, effectivement, il y a son corps qui peut en donner, mais ça doit être aussi associé à un autre corps, et pour le coup, il va aller s'intéresser aux autres et à ce qu'il peut y avoir autour de lui. Et pour le coup, les parents vont devenir potentiellement un petit peu gênants, risqués, dangereux même certaines fois, puisqu'il ne faut pas qu'ils se rattachent effectivement à eux. Et il ne faut pas qu'ils se rattachent à eux, pour le coup. Donc, effectivement, il faut qu'il les fuit pour pouvoir aller sur l'extérieur. En gros, il ne faut plus que je sois un enfant. Donc, ne plus être un enfant, c'est ne plus être collé à mes parents. Donc, je m'en vais et je vais explorer ce qu'il y a autour. Et c'est là, effectivement, que les rencontres amoureuses, les premiers baisers, il va falloir se tester un petit peu. Effectivement, je ressens des choses dans mon corps que j'ai jamais ressenties avant, des émotions, des sensations. Il faut que j'aille tester. Donc, quand on parle de puberté, Valérie et Christine, est-ce qu'il y a un âge précis? Combien de temps ça dure? Est-ce que ça peut durer plus ou moins longtemps chez certains jeunes? Alors, Valérie le disait, chez les filles, c'est plus tôt. Après, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est il n'y a pas de normes. On est tous différents, on évolue chacun à son rythme. Il faut rassurer. Donc, effectivement, les filles, l'apparition des premières règles, ça peut être 9-10 ans, et comme ça peut arriver qu'à 16 ans, les premières éjaculations chez les garçons, c'est pareil, ça peut être 12-13 ans, ça peut être plus tard. Je crois qu'il faut vraiment dire aux enfants et aux parents que chacun évolue à son rythme. Je voyais qu'il y avait une question par rapport, que pouvez-vous dire des éjaculations nocturnes? Je pense que tout comme les règles, il faut prévenir les filles qu'elles vont avoir leurs règles à la puberté, leur expliquer ce que c'est, prévenir les garçons aussi. C'est le rôle des parents d'expliquer que effectivement les organes génitaux, on reviendra tout à l'heure, je réaborderai ça, nommer, prévenir que effectivement, et expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est les règles.
que ce ne soit pas une surprise, parce que une petite fille fin primaire, CM1, CM2 ou même en sixième, qui va trouver du sang dans son slip, si elle n'est pas prévenue, c'est très angoissant. Et tout comme un garçon qui peut se réveiller le matin en se disant qu'effectivement il y a des taches blanches sur son caleçon, lui expliquer que c'est normal, que son corps s'est préparé à pouvoir faire des enfants et que effectivement c'est normal et que tout va bien. La place du parent dedans, si le jeune ne vient pas interpeller. Parce que vous dites effectivement, quand on prévient, quand on est prévenu, on est peut-être rassuré, on sait presque à quoi s'attendre. Je dis presque parce que voilà. Mais du coup, le parent, est-ce que c'est à lui de venir en parler à son ado si ça ne va pas dans l'autre sens, si c'est pas l'ado qui est venu questionner d'abord? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'avant toute chose, c'est vrai que le sujet de la sexualité, il reste encore tabou aujourd'hui. Alors que ça devrait être un sujet qu'on aborde comme les autres, mais qu'on aborde comme les autres depuis, on va repartir en arrière, là, depuis la toute petite enfance. Alors, bien sûr, pourquoi c'est compliqué de parler de sexualité quand on est parent? D'abord, il y a effectivement beaucoup d'adultes qui aujourd'hui ont grandi sans avoir connu de conversation ouverte et positive avec leurs propres parents. Beaucoup, même si effectivement tu disais tout à l'heure que en principe on est censé avoir eu tous une éducation à la sexualité. Or aujourd'hui il n'y a pas forcément une éducation complète à la sexualité digne de ce nom en grandissant. Et puis beaucoup de parents aussi aujourd'hui ont pu vivre dans un environnement où effectivement le sexe c'est tabou, c'est honteux, c'est trop stigmatisé. Et puis il y a certains parents aussi qui effectivement ont gardé des expériences négatives liées à la sexualité qui peut être traumatisante et ça peut être compliqué pour eux d'en parler. Alors, est-ce qu'il faut comprendre que si on parle de sexualité ou de sexe sans gêne, sans honte, effectivement à son enfant dès plus la tendre enfance, vous donnez à votre enfant une image qui est positive de la sexualité et ils vont pouvoir avoir confiance en vous. Alors, que faire si votre enfant pose une question? Écoutez, je pense qu'il faut essayer d'y répondre en valorisant le fait qu'il vous a posé une question. C'est une bonne question. Et puis, il faut vous exprimer effectivement votre joie, il faut essayer de positiver. Donc ça, c'est un exercice, il va falloir, il faut s'entraîner, il faut essayer d'y penser et effectivement dire à l'enfant, je suis heureuse, je suis content que tu me poses la question, chouette, ça va être sympa d'en parler ensemble. Et puis, peut-être retourner la question à l'enfant. Parce qu'effectivement, il faut arrêter de se positionner, nous, avec nos lunettes d'adultes et nos lunettes d'adultes qui avons une sexualité. Il ne faut pas forcément toujours mettre ce qu'on appelle la génitalité derrière ces questions. Et lui retourner la question en lui disant, à ton avis, par exemple, comment on fait les bébés? Qu'est-ce que tu as entendu? Voilà. Et effectivement, ça vous permettra d'avoir des informations sur ce qu'il sait déjà, et puis après de corriger. Et puis effectivement, on peut aussi à tout moment dire à son enfant, on a le droit de ne pas savoir, je ne sais pas, je vais me renseigner, je vais faire des recherches, et je reviendrai vers toi pour te répondre. Je rebondis, pardon Valérie, parce que je vois qu'effectivement il y a un témoignage d'une personne qui dit, moi ma mère m'a jamais expliqué la sexualité, c'est difficile pour ma fille. Et en fait, moi j'entends, c'est de toute façon un sujet pas forcément évident, mais il faut répondre. Je crois aussi qu'il faut nuancer par rapport à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, l'adolescent, il faut qu'il fuit, entre guillemets, ses parents. Et c'est vrai que certaines fois, si le parent il n'a jamais abordé la sexualité avant avec son enfant, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Ça n'a pas été... Enfin, si on l'a expliqué avant, j'ai envie de dire, l'adolescent, il sait comment ça fonctionne, tout va bien, je n'ai pas besoin d'aller tester, même de prendre des risques par rapport à la sexualité. Et à la limite, on m'a laissé une petite carte là, du centre de santé sexuelle, donc je sais à la limite que je pourrais aller voir Christine et... éventuellement, elle pourra m'expliquer des choses que j'ai pas forcément envie que mes parents m'expliquent, parce que justement, l'adolescence, c'est tout ce qui est compliqué en fait, c'est que le parent, potentiellement, il a été un objet sexuel pour
pour l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un moment, l'enfant, il a vu son parent comme un objet sexuel qu'il avait envie de posséder. Ça s'est arrêté un moment parce que le parent, il a dit stop, c'est pas possible, j'ai déjà un mari, une femme, il faut que tu ailles voir ailleurs, fin de l'Oedipe. Et puis la puberté, elle ramène quelque chose de l'ordre de la relation de séduction avec le parent. Donc en gros, l'adolescent, il doit fuir ça. Et pour le coup, ça peut être très compliqué pour certains adolescents, notamment quand la sexualité, elle n'a jamais été abordée avant, d'évoquer ça avec son enfant et de l'enfant de l'évoquer avec le parent. C'est pas parce que le parent, il veut pas en parler, hein. Le parent, il peut vouloir en parler, il peut être libre d'en parler, mais l'adolescent, ça ne sera pas forcément le parent, ça ne sera pas forcément le premier interlocuteur, en tout cas au niveau de l'adolescence. Et c'est là, pour le coup, qu'il faut mettre du tiers à l'intérieur de ça. Le tiers, eh ben, ça peut être un copain, une copine, ça peut être l'infirmière scolaire quand il y en a une dans l'établissement. En tout cas, il y a plein de personnes ressources à qui l'adolescent il peut venir poser ces questions-là. Et à des fois, le rôle du parent, c'est pas forcément d'aller évoquer de plein fouet la sexualité s'il sent que son enfant, en tout cas son adolescent, il n'a pas cette envie-là. C'est aussi préserver son intimité parce que quelque part, aller parler de sexualité avec... regardez, quand vous avez un ado que vous lui dites alors, t'es un amoureux, une amoureuse, oh, vous regardez pas, enfin, ils sont dans l'espèce de truc un peu... voilà, un petit peu, ils n'ont pas envie de raconter ça, et en tout cas pas à leurs parents forcément. Des fois, le parent, c'est pas forcément un bon interlocuteur, notamment à l'adolescence. Avant, j'ai envie de dire oui, mais après, voilà, il peut y avoir des petites nuances. Ça ne veut pas dire que le parent ne peut pas en parler, mais ça peut être effectivement, je ne sais pas de quel âge à la petite fille là, dans le témoignage, mais voilà, il faut repositionner ça par rapport à l'âge de l'enfant. Par contre, le parent s'assure qu'il y ait quelqu'un pour répondre ou lui sait vers quelle structure ou quelle personne orienter pour pouvoir faire le lien avec son enfant. Et puis effectivement, on abordera, enfin, on vous présentera des livres à la fin que vous pouvez utiliser. Et c'est pour ça qu'il est très important à quel âge on peut commencer à parler de sexualité avec ses enfants. Et moi, je pense qu'on peut commencer à parler de sexualité avec ses enfants dès qu'ils sont en mesure de comprendre les notions simples. Et il faut démarrer par des notions simples. Et du coup, dès qu'ils ont acquis le langage. Donc, on peut très bien commencer vers l'âge de 3-4 ans. Il faut garder en tête qu'effectivement, la sexualité, il y a plusieurs dimensions, mais surtout, elle concerne les organes génitaux, mais c'est aussi plus que ça. C'est son image corporelle, la relation aux autres, l'estime de soi. Et quand on leur parle de leur corps de façon positive, on va aussi leur apprendre à dire non. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et je voudrais reprendre par rapport à ça, parce que là, effectivement, on se situe vers les 3-4 ans, 5 ans. Ben, il faut apprendre aux enfants à utiliser les bons mots pour nommer les parties intimes. Et effectivement, on apprend aux enfants à nommer le nez, on leur dit « montre-moi ton nez ». La bouche, c'est la bouche. Et ben, il faut apprendre aux enfants à nommer le zizi, non pas comme un zizi, mais un pénis. Alors, si on n'est pas très à l'aise, on peut associer les deux. Le zizi, mais voilà, toi tu dis zizi ou on dit zizi, mais le vrai nom, c'est un pénis. Pareil pour la vulve, pareil pour le clitoris, les testicules, parce que ce sont des parties du corps humain comme effectivement le nez, la bouche, les yeux. Et apprendre à nommer aux enfants leurs parties génitales, et bien effectivement, c'est qu'ils vont acquérir, ça sera plus tabou et on peut très bien le faire pendant le bain, au moment où on les habille. Voilà. Et ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est alors la vulve, on ne dit plus grande lèvre, petite lèvre, mais ça serait mieux de dire lèvre externe, lèvre interne, parce qu'effectivement, on a toute cette mode-là aussi de chirurgie esthétique, de normalité autour de la vulve, et puis continuer à utiliser les bons mots, par exemple parler d'érection aussi, hein, vraiment c'est très important d'utiliser les bons mots, et du coup on va aider à l'enfant à prendre conscience de soi, de son corps, par exemple aussi se rappeler effectivement que la pratique, peut-être on l'a pas abordé ça, Valérie, hein, l'enfant lorsqu'il se découvre, il se touche et parfois il se touche effectivement aussi son pénis. La petite fille, elle peut se toucher la vulve parce qu'elle se rend compte que c'est plutôt agréable. Donc effectivement, la pratique, c'est normal, c'est pas obligatoire.
Il faut rassurer aussi son enfant sur le droit d'explorer son corps, mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, comme on ne se promène pas tout nu dans la rue, eh ben, on a le droit de toucher son corps, mais dans un coin tranquille, dans sa chambre, dans la salle de bain. Et effectivement, on passe sous la table lorsqu'il y a une réunion de famille. On rappelle le cadre, en fait, Voilà. qui est celui de l'adulte. En fait, l'exhibition, c'est puni, c'est sanctionné par la loi. Donc, il faut apprendre à son enfant qu'on ne se balade pas tout nu. Il y a certains endroits où on ne peut pas se balader tout nu. C'est tout bêtement interdit. Ça fait partie de l'éducation, en fait, d'un truc assez classique, en fait. Et puis on rappelait tout à l'heure la question de comment développer l'intimité, le besoin d'intimité qu'ont les enfants en grandissant. Effectivement, tu l'as disais tout à l'heure, effectivement, si l'enfant l'exprime, et ben c'est cela aussi grandir. Et puis ça lui permettra, le fait d'exprimer qu'il a besoin d'intimité, ça lui permettra aussi plus tard de poser ses limites et pour plus tard. Et essayer aussi, quand on est parent, quand les enfants posent des questions, c'est pas toujours sexuel. Et c'est effectivement, je le disais tout à l'heure, c'est important d'enlever, nous, nos lunettes d'adulte. Par exemple, s'il y a un geste d'un enfant qui vous met mal à l'aise, et ben, son intention, on n'était pas dans la sexualité quand il le faisait. Hein. Effectivement, de se montrer tout nu. Le fait de se montrer tout nu, c'est pas de la provocation. Il cherche pas à provoquer l'adulte, il cherche pas à séduire l'adulte. Hein. Pour lui, ce geste n'est pas sexuel. Il veut effectivement montrer simplement, comme je disais tout à l'heure, qu'il est une petite fille ou qu'il est un petit garçon. Et l'enfant est curieux et spontané. C'est aussi une façon, certaines fois, pour lui de poser une question. Hein, la verbalisation, les questions, elles ne passent pas forcément par la verbalisation. C'est-à-dire que certaines fois, c'est dans les jeux qu'on va voir que ça interroge l'enfant. C'est effectivement dans ce type de comportement-là. Hein. Donc, c'est pas uniquement... faut pas forcément attendre que l'enfant il vienne avec des mots demander c'est quoi ça, c'est quoi, comment on fait les bébés, etc. etc. C'est pas forcément... ça passe pas forcément par les mots. Ah, je m'interromps. Effectivement, mon fils âgé de 14 ans ne souhaite pas parler de sexualité avec moi, mais je lui précise que les sentiments amoureux peuvent suivre la sexualité et cela est très beau. Donc il y a un dialogue qui est plutôt autour des sentiments amoureux et puis que la sexualité, cet enfant ne veut pas l'évoquer directement avec sa... À 14 ans, avec pas sa vouloir mère. évoquer la sexualité avec ses parents, C'est plutôt ça. c'est plutôt bien. Ouais, c'est plutôt bien. Après, effectivement, tout à l'heure, on vous montrera des ouvrages. Je crois qu'à l'adolescence, même quand on est tout petit, effectivement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, où nous, on a appris que la sexualité, ça se racontait pas, ça se parlait pas, parce que on nous a dit, on dit pas ça, machin truc. Ça fait partie de l'intimité. C'est ce qui nous met mal à l'aise certaines fois, parce que quelque part, parler de sexualité, on parle de quelque chose que logiquement, on doit cacher. Donc pour le coup, quand on parle de sexualité, c'est comme si on parlait de soi et de sa propre intimité. Et c'est pour ça qu'utiliser des supports, mettre du tiers en fait, quand on va parler de sexualité, c'est important. Alors le tiers, c'est à la fois un professionnel, mais ça peut être une émission de télé. Hein. À 14-15 ans, on peut regarder un film où effectivement, il va y avoir des questions autour de ça. Et là, on peut se dire, ah bah ouais, dis donc... je me souviens quand le film là, avec Sophie Marceau est sorti, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. La boum Non, après. D'une autre époque. LOL. Voilà, LOL. Ah oui. Je me souviens qu'il y avait des parents qui étaient horrifiés par ce qu'ils pouvaient découvrir en disant oh là là, c'est pas possible. Alors il y avait les soirées où on montrait faire des trucs qui étaient assez dramatiques. Mais ça peut être l'occasion, par exemple, d'un film comme ça, d'aller évoquer ça avec son enfant. On ne parle pas de lui, on ne fait pas parler de lui. D'un seul coup, il parle d'un film, d'un livre, etc., etc. Mettre du tiers, c'est aussi ce qui va permettre de parler, en tout cas autant quand ils sont petits que quand ils sont grands, qui peut permettre de parler plus librement de sexualité. Et puis d'employer les bons mots pour le coup, hein, parce que les bons mots pour le coup, pénis, c'est pas moi qui le dis, c'est le livre. Donc ça décharge un petit peu d'une espèce de malaise qu'on peut avoir par rapport à ça. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Christine? Non, c'est bon. Écoute, fabuleux.
Mais moi, je me disais, du coup, on l'a évoqué tout à l'heure un peu en passant, la notion du consentement, qu'on évoque quand même beaucoup dernièrement, qui nous semble, nous, importante à aborder. C'est quoi le consentement? Comment on en parle? Alors justement, le consentement, c'est pas uniquement sexuel. Et effectivement, l'apprentissage du consentement, ça débute dans l'enfance. C'est aussi apprendre à l'enfant effectivement que son corps, c'est un territoire, c'est son intimité. Et par exemple, eh bien, effectivement, c'est apprendre à l'enfant, c'est apprendre nous, adultes, à demander aux enfants s'ils sont d'accord pour qu'on leur fasse un bisou, pour qu'on leur fasse un câlin, et d'accepter effectivement la réponse. J'ai envie de t'embrasser, est-ce que tu es d'accord? Tu veux bien que je te prenne dans les bras? Est-ce que j'ai envie de te faire un câlin? Est-ce que tu es d'accord? Aucune marque d'affection ne devrait être forcée chez les enfants. Et je sais, enfin voilà, c'est vrai qu'on a tendance souvent à associer les marques d'affection, les câlins, les bisous, à des signes de politesse. Pourtant, non, ce n'est pas un signe de politesse. On peut très bien dire bonjour à sa grand-mère, à son grand-père, à l'oncle, au voisin, voilà, en lui faisant un petit signe de la tête. Et on peut ne pas avoir envie de l'embrasser. Et c'est vraiment respecter la frontière de cet enfant, respecter sa bulle, respecter son intimité, respecter son corps. Eh ben, c'est un véritable outil de prévention, croyez-moi, contre les violences à l'adolescence, parce qu'effectivement, ce seront des adolescents qui pourront effectivement verbaliser le refus d'être embrassé, le refus d'accepter un acte sexuel. C'est vrai, il faut apprendre aussi à ces adolescents à discerner effectivement. Ça sera important pour plus tard, ils puissent comprendre quel est leur propre désir et non pas leur apprendre à répondre au désir de l'autre, et en l'occurrence à l'adolescence, le désir de l'autre, ce sera leur partenaire. Et effectivement, c'est important. Et toute cette éducation aussi, moi je pense que c'est important aujourd'hui d'apprendre à ces enfants et être à l'écoute de leurs émotions et de respecter leurs émotions et de leur dire, voilà, écoute ton corps, écoute tes émotions, écoute les réactions de ton corps pour pouvoir permettre plus tard voilà, un tête-à-tête, un corps à corps et un cœur à cœur avec l'autre, qu'il soit fille ou garçon. Et c'est aussi valable pour les filles et pour les garçons. Du coup, ce qui est important, c'est vrai que, comme vous disiez, c'est associé à la politesse, c'est associé à la façon de dire bonjour. On peut par exemple dire à l'enfant, tu vas dire bonjour, mais tu choisis la manière dont tu veux dire bonjour à l'autre, en fait. Ou un peut petit être un signe salut de de la main. Tu vas dire bonjour, et voilà, l'enfant, dire bonjour, un signe de la main. Plein d'enfants, ils vont faire comme ça, et c'est suffisant. Mais regardez comme on insiste Ben certaines oui, fois. pour le bisou. Et comme le parent, à des fois, il insiste, allez, fais un bisou. Ou même, certaines fois, on va prendre l'enfant dans les bras, l'enfant qu'on ne connaît pas, et on va l'embrasser. Est-ce qu'on ferait ça avec un adulte qu'on ne connaît pas? On ne le ferait pas. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de le faire. Mais c'est vrai qu'on se l'autorise très facilement avec l'enfant. Et c'est là qu'à des fois, on est un peu en pleine contradiction, parce qu'on va le faire facilement avec un enfant, puis plus tard, on va leur expliquer que c'est un truc qu'il ne faut pas faire sur leur corps à eux. C'est-à-dire que si un individu vient les embrasser, qu'un individu qu'ils ne connaissent pas vient les embrasser, c'est pas très normal. Mais en fait, on les a incités quelque part, plein de fois quand ils étaient petits enfants, on a amené l'adulte et des adultes inconnus, certaines fois, à les embrasser. Sous prétexte, effectivement, il faut être poli et associer le bisou, effectivement, à cette notion de politesse. Mais c'est pas ça. Le bisou, c'est la bouche. Et la bouche est quelque chose de très intime. Et on met dans sa bouche ce qu'on aime, en fait, et on ne met pas dans sa bouche ce qu'on n'aime pas. Donc, la nourriture qu'on n'aime pas, on ne la met pas dans sa bouche. On n'embrasse pas ce qu'on aime. Donc voilà, c'est quelque chose... C'est justement, on embrasse ce qu'on aime. Oui, pardon. On embrasse ce qu'on aime. Et ça fait partie des choses qui se construisent tout petit, Mais là, on sensibilise les petits, mais aussi les adultes. Bien sûr. L'adulte qui n'est pas vexé si un enfant ne veut pas venir sur les genoux ou être embrassé. Il faut une certaine proximité, une certaine intimité. C'est-à-dire il faut que je connaisse
pour être en capacité de me sentir en sécurité, pour pouvoir, à un moment, avoir envie d'être dans ce plaisir-là, de faire un bisou, de ne pas faire un bisou, hein, pourquoi pas. Alors, il y a ce qu'on peut, oui, effectivement conseiller. Il y a une petite vidéo qu'on trouve sur YouTube qui est extraordinaire, qui s'appelle La tasse de thé. Et effectivement, vous pouvez, Alors, on l'a vous, pas, il faut parents... nous la raconter, Christine, parce qu'on l'a pas là. Eh ben, Ça non, donne c'est ça, quoi? c'est effectivement, est-ce que vous seriez, ne pas obliger quelqu'un à prendre le thé, à boire le thé, c'est une petite vidéo qui est pertinente, effectivement. Alors, je ne me rappelle pas tout par cœur, mais on la trouve facilement, la tasse de thé. C'est un bon outil de prévention. Voilà, quelqu'un qui n'a pas envie de boire le thé, eh ben, on ne va pas le forcer à boire le thé. Et quelqu'un qui refuse de boire une tasse de thé, ben, effectivement, on ne va pas lui mettre la tasse de thé, on ne va pas lui ouvrir la bouche pour qu'il la boit. Et donc, effectivement, il y a toute cette comparaison avec le consentement. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir un acte sexuel, d'un contact sexuel, eh ben, on ne le force pas. Et c'est important aussi longtemps, effectivement, je pense que c'est la question du consentement, c'est pas que du côté des filles. Et effectivement, il faut aussi apprendre aux garçons à entendre effectivement ce non que peuvent être verbalisés. Mais ça fait penser à toute la domination de la masculinité depuis toutes ces années. Parce que justement, on a une spectatrice qui avait déjà tout à l'heure dit que c'était pas forcément évident de parler de sexualité avec sa fille, puisque sa propre mère n'avait pas parlé, donc elle précise que sa fille a 13 ans. Elle a déjà vu la vidéo de la tasse de thé, on est en direct, elle dit qu'elle est vraiment très bien, donc on vous la conseille. Oui, oui. Et elle dit, je parle beaucoup du consentement à ma fille depuis qu'elle est petite, mais dans notre société, on n'en parle pas vraiment, donc pas assez encore. Et les filles en sont souvent victimes. Donc, ben, effectivement, je pense que oui, les filles sont victimes parce que... Le côté gentil aussi, il faut être docile, un peu gentil. C'est la jeune fille docile. Et effectivement, je pense... Alors, moi, j'interviens dans les collèges et avec au niveau 4e, 3e. Et effectivement, on essaie de réfléchir à cette question du consentement. Et je pense qu'il faut aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, apprendre à être à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ses sens, et apprendre voilà, ce corps qui vibre ou ce corps qui ne vibre pas, effectivement, et pouvoir oser dire non et apprendre aux garçons à entendre le non ou l'inverse, parce que parfois aussi les filles, elles peuvent être aussi à l'initiative voilà, d'actes sexuels que les garçons n'ont pas envie, hein, mais c'est dans les deux sens. Et je crois qu'il faut éduquer parallèlement et de la même façon les filles et les garçons autour de la question du consentement. Et une petite remarque sur le fait qu'effectivement avec le Covid, les règles du jeu du bisou ont un peu changé. D'ailleurs, il y a plein de gens qui disent ça m'arrange, j'ai plus besoin de me forcer à embrasser pour dire bonjour. Et ça, on le voit autant chez des enfants que chez des adultes qui disent moi, ça m'arrange, mais dans le Covid, plus besoin de s'embrasser. On voit, comme certaines fois, même quand on est adulte, on s'oblige à aller embrasser parce que c'est un truc qui, paraît-il, se fait, mais plein de fois, on n'a pas envie. Je voulais dire un truc, j'ai perdu ma pensée, ça va peut-être revenir. Moi, j'étais en train de me dire, du coup, on évoquait depuis un moment, en fait, aussi le tiers, donc qui peut être professionnel, mais qui peut être aussi la vidéo que Christine conseillait, mais il y a aussi quand même maintenant, fort heureusement, beaucoup d'ouvrages qui sont sortis sur le sujet. Moi, je pensais aussi, j'ai vu dans pas mal de structures, le petit question d'ado, qui est un petit fascicule qui se retrouve dans pas mal de points information jeunesse. Ouais, et des fois, mis dans un endroit, posé quelque part, l'enfant s'en saisit, le jeune s'en saisit, le lit pose une question ou pas, mais l'info, elle est quelque part dans la maison. Tout à fait. Et alors, des références, effectivement, il y a... Alors, justement, question d'ado ou les premières fois... que vous pouvez venir chercher au centre de santé sexuelle 5 rue Jean Fouquet ou à l'espace santé jeune. Vous avez un site qui est extrêmement bien fait, qui est validé par le ministère de la Santé, qui s'appelle On s'exprime.
Voilà, On a s'exprime SEX. PRIME, qui est très bien fait pour vous, mais aussi pour vos adolescents. Il y a beaucoup de vidéos. Vous pouvez effectivement aller chercher. Le site, il est fiable et vraiment sans tabou sur la sexualité à destination des 12-18 ans. Donc, c'est assez large, mais vous, vos parents, vous pouvez aussi aller vous y promener pour essayer de répondre aux questions. Donc là, on est plus du côté des adolescents. Alors, il y a un livre aussi qui est... alors, est-ce que si je le montre, est-ce qu'on le voit à la caméra? Il y a une petite diapo, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais où on a listé un petit peu quelques titres d'ouvrages. Mais on peut peut-être les présenter à la caméra. Donc, vous avez effectivement... Alors, celui-là qui vient de sortir, Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Donc, c'est le premier guide d'éducation à la sexualité positive pour toutes les familles et c'est extrêmement bien fait. Ça répond à toutes les questions pour vous, parents. Voilà, c'est une référence. Il y a un autre document qui est validé par la chaire santé sexuelle de l'UNESCO. Il vient de paraître, c'est une petite série. Alors, ça s'appelle Le petit illustré de l'intimité. Donc, côté garçon et côté fille. Voilà, donc ça aussi, c'est des outils de référence où on utilise les bons mots. Il y a des jolies petites illustrations. Donc là, on est vers les 6-10 ans, on peut les utiliser. Bon, vous avez pour un petit peu plus tard le célèbre guide du zizi sexuel. C'est toujours d'actualité, avec beaucoup d'humour. Et puis du coup, Valérie, tu voulais aussi... Voilà. Après, je pense que c'est des ouvrages pour les plus petits. Il y a le parcours de Polo qui explique une petite histoire d'un petit spermatozoïde. Ça explique en gros comment on fait des bébés, alors d'une façon un peu imagée. Ça permet de mettre la distance. Puis après, il y a des petits bouquins des petits classiques. Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi il est très drôle et vraiment là, pour des parents qui auraient des difficultés à dire les vrais mots, ça met, mais alors ça on parle quasi pas, on n'emploie quasi pas les mots, mais c'est c'est très juste en fait et très, très facile en fait de lecture et voilà. Et puis après, il y a Mademoiselle Zazie veut un bébé, ça arrête dans la même collection. Puis après, vous avez les petits Max et Lily aussi. Max a une amoureuse. Max et Lily veulent tout savoir sur les bébés. Ça fait aussi partie des petits ouvrages de référence qui sont assez simples à trouver, puis qui sont assez simples d'abord pour évoquer la sexualité. Et puis après, il y en a d'autres, alors qui sont peut-être un petit peu plus... il y en a un, donc on a l'Espace Santé Jeune, en tout cas, le petit livre de la sexualité, écrit par des filles, pour des filles. Alors là, c'est vraiment plus pour des adolescents sur du 15-17 ans, mais où ça reprend, c'est quoi la sexualité, comment on peut faire plaisir à son corps, la notion de consentement, la notion d'intimité, etc. Donc celui-ci aussi est aussi pas mal. Et puis Christine, on a le même. On a le même, ouais. Question d'ado. Voilà, toutes les questions que peuvent se poser vos ados. Alors, ça y est, je suis ado, ma famille et moi, les copains, quand ça va mal, tomber amoureux, chacun ses amours. Voilà, les premières fois, la première fois, se protéger, voilà. Se protéger et stop aux violences, effectivement. Et puis il y a le nom peut-être. Et effectivement, parfois effectivement, on peut se sentir, on ne se reconnaît pas dans le corps qui nous a été assigné à la naissance. Et effectivement, il y a parfois des parcours, des enfants qui souhaitent effectivement un parcours de transidentité. Il y a Appelez-moi Nathan. Voilà, c'est le parcours effectivement d'une jeune fille qui se reconnaît pas dans son corps de jeune fille et qui souhaite voilà. Et puis sur les particularités, il y a aussi sur l'homosexualité, vous avez aussi des choses qui peuvent être proposées aussi aux ados dans la peau d'un jeune homo. Ça reprend un peu la façon de vivre ça et d'expliquer, de dire ça à l'autre. Là, on est plus dans la question de l'identité sexuelle et là, on est effectivement dans l'orientation de sa sexualité dont on n'a pas parlé. Mais...
Ouais, du coup, quand même, c'est vrai, quand on parlait de santé sexuelle, donc tout au départ, il y a le côté bien-être quand même qui est important à souligner. Et puis dans tout le développement, des ouvrages, des mots qui accompagnent les premières questions, la première découverte du corps, la rencontre à l'autre. Et puis de pouvoir, si moi je ne me sens pas en tant que parent d'aborder ces questions-là, de pouvoir me servir de ces outils-là, de les laisser aussi dans un coin de la maison, que l'enfant puisse les regarder seul aussi, éventuellement dire on peut en reparler, peut-être trouver quelqu'un en qui ils ont confiance aussi pour en discuter. Et puis dans les propres structures dans lesquelles vous travaillez, il y a aussi ces points de... Est-ce qu'un parent peut venir... Sans problème. Voilà, moi j'ai envie d'en savoir plus demain. J'ai pas, voilà, je ne sais pas exactement quel livre pourrait me servir, je ne sais pas si j'ai vraiment les bons mots. Est-ce que on peut venir vous rencontrer? Alors vous pouvez venir enfin les parents peuvent venir nous rencontrer. Si c'est difficile de franchir la porte, ils peuvent nous téléphoner. Et effectivement, on répondra à leurs questions, tout comme vos adolescents, vos adolescentes sont les bienvenus pour pouvoir savoir simplement s'ils sont normaux, est-ce que je suis normale. Donc soit rencontrer une infirmière, soit un médecin, une sage-femme dans nos structures, pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Mais sans aucun problème. Important, donc effectivement, on a à disposition. Alors avec le Covid, on est en train de remettre un petit peu dans les salles d'attente la documentation. Peut-être ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on peut venir chercher gratuitement chez nous les préservatifs. On les délivre gratuitement aux filles, aux garçons à tout âge. Que le centre de, peut-être je ne l'ai pas assez redit tout à l'heure, le centre de planification, c'est un lieu de consultation médicale et un peu notre spécificité, c'est qu'une mineure ou un mineur peut venir sans avoir l'autorisation de ses parents pour avoir accès à une contraception. Voilà, la loi les protège, elle nous protège. Alors je sais que parfois ça peut être compliqué pour des parents, mais quand c'est pas possible d'en parler à ses parents et que le jeune ou la jeune se responsabilise en venant chercher une contraception parce que il ou elle envisage d'avoir des rapports sexuels, et bien effectivement on peut venir aussi, on délivre gratuitement la contraception d'urgence, on peut venir faire un test de grossesse, les consultations sont gratuites. Pour toutes les femmes et voilà, et on peut venir, vraiment on est ouvert à tout public d'adolescents, public de parents qui se posent des questions. On a aussi, les relations sont un petit peu difficiles entre les parents, les adolescents, travaillent avec nous des conseillères conjugales et familiales, alors qui sont là pour être à l'écoute des parents en difficulté avec leurs adolescents, des parents qui sont en difficulté dans leur relation de couple aussi. Et les adolescents peuvent venir aussi quand ils sont en difficulté dans leur relation de couple, avoir un espace de parole. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'endroits. Alors je vois une question là, y a-t-il la même de structure de Lochois, un centre de planification? Il y en a. Il y a à l'hôpital de Loches. Dans le Lochois. L'intérêt, c'est qu'il y a vraiment, je crois qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où l'adolescent, alors peut-être moins les parents pour le coup, mais en tout cas l'adolescent peut trouver de la ressource. Dans tous ces ouvrages-là qu'on vient de vous montrer, il y a plein de CDI dans les collèges. C'est ce que j'allais dire. Où ces ouvrages-là, ils sont présents. Ouais. Il y a les infirmières scolaires qui peuvent évoquer ça. Il y a en quatrième, il y a aussi les cours. Alors même si c'est pas, certaines fois on en pense ce qu'on veut, ça reste très fonctionnel, on va dire, sur mon corps, il est où, il est comment, etc. etc. Voilà, il y a plein de... l'adolescent, il y a plein de ressources où il peut aller parler. Et je crois que l'éducation, et en tout cas accompagner son enfant, c'est pas forcément soit en parler, mais c'est aussi lui présenter ces endroits et lui dire que ces endroits, ils existent et qu'il a le droit d'y aller, sans forcément, tout à l'heure, Christine, quand tu disais... ça peut ne pas faire plaisir aux parents de savoir que leur enfant mineur a été au centre de planification, mais à la limite, s'il a été en capacité d'y aller, c'est qu'il a eu la ressource d'y aller et que peut-être la notion de responsabilité, on ne l'a pas si mal éduqué que ça parce qu'il a été en capacité de trouver la ressource nécessaire. Et c'est peut-être ça aussi être parent, c'est accompagner son enfant, pas forcément avoir toutes les réponses, mais l'amener
dans les endroits où il va pouvoir avoir les ressources nécessaires pour répondre à ces questions. Alors, je vois plusieurs petites interpellations des spectateurs. Donc sur ce qui est évoqué auparavant, en effet, les infirmières scolaires de collège et lycée ont un rôle important en matière d'éducation à la vie affective et sexuelle. Elles sont des personnes ressources et des référentes pour les ados. En effet, elles sont aussi souvent interpellées au sein des collèges. C'est vrai qu'il y a d'autres livres qui nous... Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui... La sexualité, même si je disais tout à l'heure que ça reste tabou, c'est vrai qu'on peut se rendre compte que c'est vraiment, on va vraiment sur ce bien-être de santé sexuelle et qu'il y a aujourd'hui, par rapport effectivement à il y a 20 ans, une explosion de ressources possibles. Effectivement, il y a énormément de livres. Donc effectivement, le petit guide de la faufoune sexuelle, c'est bien aussi, je suis d'accord avec vous. Je crois que ce qui est important, c'est... Il y a beaucoup... Est-ce que ça arrive à tout le monde chez Cirrhose de 70 questions et réponses. 11 ans plus de 70 questions et réponses. Mais je pense qu'effectivement, dans toutes les bibliothèques municipales, les CDI, dans les collèges, les lycées... Dans nos structures, ces ouvrages-là, ils sont en libre accès. Voilà, on les a. Et parfois, peut-être finalement, dans ce que vous dites, les jeunes, les ados les ont plus facilement que les parents, mais parfois, c'est les parents qui chercheraient peut-être ces ouvrages pour pouvoir trouver des mots et puis les proposer. Et c'est pour ça qu'effectivement, on tenait à les présenter pour que les parents puissent aller trouver des ressources et des réponses. Je crois que quand on est parent, c'est important d'être à l'aise avec, en tout cas pour les petits, avec qui qu'on va accompagner sur un ouvrage. C'est important d'être à l'aise avec ce qu'on va raconter. Donc l'ouvrage, il ne faut pas juste l'acheter parce que le titre, il nous paraît bien, et que même parce qu'on vous l'a conseillé, c'est important d'aller ouvrir et puis de regarder ce qu'il y a dedans et de savoir si vous allez être à l'aise pour raconter cette histoire ou pour raconter ce que vous voyez sur les images. Je crois que, voilà, après, il y en a effectivement pléthore d'ouvrages, à chacun d'aller voir ce avec quoi il va être à l'aise. Je voudrais revenir sur une question qui a été posée un peu plus auparavant. Que pensez-vous du harcèlement de rue dès l'adolescence et comment donner des conseils face à ça ? Alors là, c'est la question du jour, on va dire. Alors je vois dans quel sens, en fait, que pensez-vous du harcèlement de rue dès l'adolescence ? C'est-à-dire l'adolescent qui harcèle ou l'adolescent qui est harcelé ? Dans quel sens on peut entendre cette question-là? J'ai envie de dire que ça, la notion de harcèlement, ça va aussi avec cette notion un petit peu de consentement. C'est un peu la même chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le harcèlement de rue, c'est un petit peu différent que le harcèlement scolaire. C'est effectivement, je t'ai dit que tu étais génialissime et que j'avais envie de toi. Si la fille... ou le garçon disent non, et ça doit s'arrêter là, parce que sinon, ça peut être pris comme du harcèlement. Ça va un petit peu, comment donner des conseils face à ça, j'ai envie de dire que ça va un petit peu dans tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que si on a évoqué la sexualité, le rapport au corps avec son enfant depuis qu'il est tout petit, en fonction des différents paliers, souvent l'adolescent, il sera en capacité de se dire « Oh là, il y a un truc qui ne va pas, et je suis en capacité... de pouvoir m'écarter de ça et de pouvoir dire non. Et alors après, il y a aussi aujourd'hui un tas d'applications. Je pense qu'effectivement, l'adolescent sera en capacité de se défendre s'il a été prévenu, de ne pas être sidéré par ce qui lui arrive et de ne pas réagir. Et qu'effectivement, si on lui a appris que son corps, il doit être respecté, que personne n'a le droit de le toucher sans avoir son autorisation, si effectivement il y a du frottage dans le bus ou effectivement on l'interpelle, l'adolescente ou l'adolescent sera en capacité de se défendre, peut-être d'être moins sidéré, de pouvoir crier, de pouvoir tourner, changer de trottoir, et puis d'en parler à un adulte. Et effectivement, si c'est un adulte de confiance, dont ses parents font partie, et que si effectivement le dialogue a été ouvert avec ses parents, il pourra effectivement, le soir en rentrant, lui raconter ce qui lui est arrivé. J'ai envie de dire, ceux qui vont être en capacité de se défendre, et puis j'ai pris de la distance par rapport à ça. Puis il y en a d'autres qui peuvent le vivre comme une espèce de traumatisme un petit peu. Et là, effectivement, c'est aussi important de leur dire que quand il se passe des choses qui les interrogent, il y a un tas de structures qui sont là pour les aider à voir
effectivement, si ce qui vient de se passer, c'est bien ordinaire ou à l'inverse, ça aurait peut-être mérité une réponse un petit peu différente. Donc ça fait aussi partie, hein, enfin, voilà, les structures dans lesquelles on travaille. On est aussi, alors il y en a plein d'autres, hein, on n'est pas les seuls, hein. Vous Non. avez le planning familial, vous avez des structures comme La- LGBT, vous avez la maison des La, ados. la maison des Tous ados. ces endroits-là, ça fait aussi partie des choses et des structures sur lesquelles il y a de la ressource par rapport à toutes ces problématiques-là, hein. Est-ce que du coup, dans vos structures, il y a aussi, vous accueillez le parent pour l'informer, l'orienter, voilà, Mm. recevoir les questionnements. Pareil pour l'ado. Est-ce que parfois, de façon croisée, vous évoquiez tout à l'heure la contraception. Je ne sais pas trop comment l'aborder. J'ai envie d'entendre la même chose que mon enfant. Est-ce qu'on peut venir ensemble, en discuter ou pas? Ou ça se... Alors, il y a des mères qui accompagnent leurs filles, effectivement, mais on essaiera toujours d'avoir un temps. On les accueillera bien sûr ensemble, mais on essaiera, soit le médecin, soit la sage-femme, soit moi l'infirmière, un temps spécifique avec l'adolescence, parce que c'est vraiment pour entendre sa demande, savoir si c'est vraiment bien la demande de la jeune fille. Et puis on peut recevoir, je pense qu'il est toujours important de recevoir l'adolescente sans ses parents, Surtout dans cette parce que période-là. c'est son intimité. Ça fait partie, effectivement. Après, je crois qu'il ne faut pas que... C'est compliqué de dire oui ou non. Enfin, dans notre structure, nous, en tout cas, on accueille de façon classique. On n'accueille pas les parents et les adolescents sur les mêmes créneaux et sur le même moment. Mais je crois qu'effectivement, après, ça dépend de la relation que l'enfant, enfin, que l'adolescent a avec son parent, hein. Si l'adolescent, il n'a pas envie que ses parents soient au courant et soient présents au moment de l'entretien, c'est légitime de respecter. On peut pas, voilà, ça va dans le consentement un petit peu, hein. C'est un peu dans la même lignée, hein. Une question par rapport aux risques liés aux réseaux sociaux. Alors, c'est sexting, harcèlement sexuel qui touche de plus en plus les jeunes dès le collège. Alors c'est compliqué de répondre à cette question-là en 5 minutes, j'ai envie de dire. Ça fait presque partie d'une autre thématique, hein. Je crois que dans les prochains mardis, c'est Le spaghetti. cyberharcèlement, en tout cas, Voilà, oui, vous allez avoir va être quelque abordé. chose sur le cyberharcèlement. Ça sera peut-être là l'occasion de répondre à cette question-là, parce que sur les réseaux sociaux, tout à l'heure, quand on a parlé du développement de l'adolescent, de la prise en compte et de l'acceptation de son corps, c'est vrai qu'à une certaine période, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, son corps, on passait des heures et des heures à le regarder dans la glace. Là, il y a une autre façon de se regarder à travers les réseaux sociaux. C'est aussi quand les ados ils postent des photos d'eux, alors dans des postures à des fois, hein, enfin bref, un peu... voilà, c'est aussi une façon de voir le pouvoir, entre guillemets, et comment l'autre réagit par rapport à mon corps, sans mettre mon corps vraiment en action. Donc pour certains adolescents, c'est un passage un petit peu qui va les aider à grandir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger, hein. Quand je dis ça, c'est aussi là comment en tant que parent, on va éduquer son enfant au danger de ce qui peut se passer sur Internet, dans la relation, enfin, et pas que sur la notion de sexualité, hein, mais sur tout ce qui peut toucher la dangerosité des réseaux sociaux. Et puis la permanence de l'image, etc., etc. Alors c'est une question, hein, qui mérite 1 heure et demie, j'ai envie de dire, de débat et d'échange. Et je sais que c'est prévu. Oui, et c'est une question tout de même à aborder aussi avec son ado, Bien cette sûr. question-là. Bien sûr. Mais ça va très loin, parce que c'est aussi la notion de confiance. C'est vrai que quand l'adolescent, par exemple, il est amoureux, il est persuadé que ça sera l'amour de sa vie, hein. Donc il va faire confiance, et puis certaines fois, effectivement, il va y avoir des photos un peu dénudées qui vont se mettre, voilà, qui vont apparaître. On sait aujourd'hui que les réseaux sociaux, ça sert aussi à l'adolescent à engager une relation amoureuse. Et on voit bien là comment les adolescents, ils différencient
la relation amoureuse de la relation sexuelle, puisque aujourd'hui on a plein d'ados qui disent être en couple, et quand on les interroge sur le couple qu'ils forment avec l'autre, on s'aperçoit que c'est pas un couple qui s'est rencontré en vrai, c'est de la parole, de l'échange, des mots qui se font via les réseaux sociaux. Et c'est une autre façon aujourd'hui de rencontrer l'autre et peut-être de rentrer dans un engagement entre guillemets amoureux. Alors avec tous les risques que ça peut comporter derrière. Donc là aussi, encore une fois, c'est l'éducation aux écrans en règle générale qui permettra d'éviter les dangers sur cette période-là, effectivement, qui sont réels. Je vois Une autre question. Non, c'est l'information. Voilà. Effectivement, l'information. c'est l'information Le de 28 juin la avec Benoît soirée Fillot. du cyberharcèlement. Voilà, repérer, prévenir et agir, qui sera donc dans le même cadre des mardis de la parentalité, le 28 juin, avec Benoît Fillot et Sébastien Thion. En effet, merci. Donc on arrive à la fin de la conférence. Si vous avez encore des questions, il y a encore quelques minutes pour pouvoir échanger dessus. On voit bien que tout le trajet, je pense que ce qui a été aussi, quand l'émission a été préparée, ce temps-là, pour vous, ça a été important de dire que les choses prennent racine dès la petite enfance et que du coup, moi j'entends aussi dans vos propos que évitons le malaise avec ce sujet, même si on ne répond pas à tout, mais si moi, en tant que parent, je montre un malaise fort et du coup, peut-être vraiment aucune intention de discuter de ce sujet, voire tabou, voire interdit, ça va être d'autant plus difficile pour mon enfant de venir vers moi et de me dire mes difficultés, les questions. Donc c'est comment je nomme les choses que vous disiez dès le départ. Voilà, c'est pas un tabou. Peut-être je répondrai pas à tout, peut-être j'ai pas envie de répondre à tout, peut-être que l'enfant ne viendra pas te poser toutes les questions, mais je suis là. Tout à fait. Je crois que plus on en parle tôt pour répondre à toutes les questions, plus on apprend à l'enfant que son corps il est précieux, qu'il peut lui amener du bien-être, qu'il faut qu'il en prenne soin. Ça va avec l'hygiène aussi, tout va rentrer là-dedans. Ça aidera à la prévention des risques liés aux réseaux sociaux, au harcèlement de rue, etc. C'est-à-dire que être à l'aise pour parler du corps et de ce qui est en train de se passer dans son corps et des sensations que le corps peut amener, tout petit, en notant nos représentations de la sexualité adulte, c'est là que c'est ça ce qui fait prévention en fait à toutes les questions, là, les dernières questions qui sont apparues effectivement sur le chat, c'est ça. Et oui, parce que si effectivement on ne répond pas ou on n'a pas eu l'habitude de répondre aux questions à l'adolescence, ils vont aller chercher les ressources ailleurs, ou alors ils vont se mettre en danger, ils vont prendre des risques pour expérimenter, pour aller à la découverte effectivement de leur corps, des relations. Ils vont poser les questions à leurs amis, ils vont poser des questions, ils vont aller rechercher sur Internet. Et effectivement, où il n'y aura pas forcément les bonnes réponses et les bonnes informations. On peut prendre pour exemple les grossesses à l'adolescence. Souvent, ce n'est pas une envie d'avoir un enfant. C'est certaines fois, et même quand elles connaissent, et quand ils connaissent la contraception, c'est aussi une façon de vérifier si son corps, il est bien comme celui, est-ce que ça fonctionne bien et comment ça fonctionne. C'est aussi vérifier en vrai, on va dire, le fonctionnement de son corps. Si on l'a expliqué avant, on n'a pas besoin d'aller questionner ça en prenant un risque. Voilà, ça participe en fait à tous les comportements là, que vous avez pu, que les personnes, parents ou professionnels là, peuvent avoir expliqué, peuvent avoir exposé là, dans les écrits. La question aussi de la différence, la normalité, la temporalité. C'est vrai que je trouve que c'est intéressant dans certains ouvrages que vous avez cités où on dit tous les corps sont différents, la croissance est différente. Et je pense que du coup, déjà, enlever certaines angoisses des enfants en nommant que la puberté, ça commence pas. C'est vrai que les jeunes filles souvent se posent la question des règles et on en parle. Donc je ne suis pas normale si je les ai pas eues à 11 ans parce que toute la classe les a. D'être en capacité de savoir en tant que parent, de pouvoir dire le développement de chaque personne est différent et chaque personne a un corps différent aussi. Oui, et c'est vrai que dans les
et c'est surtout important aussi pour ces adolescentes, hein, la société nous renvoie tellement une image parfaite du corps de la femme, et effectivement, ça permet effectivement de leur dire qu'effectivement, on est tous différents, on a des corps différents, et effectivement, il ne faut pas s'identifier, essayer de ne pas s'identifier à ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, dans les magazines. Et c'est justement pour ça aussi que la société, elle évolue. Parce que, rappelez-vous, les dernières publicités autour des règles, quand on la publicité des protections, des serviettes périodiques, le sang, il n'était pas rouge, il était bleu. Et ça fait depuis très peu de temps, on ose montrer effectivement que les protections des serviettes périodiques, c'est rouge. Donc, effectivement, tout va évoluer. On est en chemin pour effectivement nommer les choses. Et justement, aussi dans les publicités, nommer qu'effectivement, les règles, le sang, c'est rouge. D'ailleurs, on voit bien sur les publicités quand même qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, où il y a le public, quand le public regarde les pubs là, pour les protections, les premières qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps, il y avait des parents ou des adultes là, qui ont montré ça à l'heure du repas. Génial, hein. Ouais, on voit comme on est encore malgré tout interpellé par des choses qu'on connaît, tout ça. La sexualité, c'est aussi la vie. Sans sexualité, il n'y aurait pas de vie. Et donc, effectivement, Quelle belle fin tu nous fais là, Christine. Et puis la sexualité, il faut aussi que les parents comprennent que c'est pas inné, c'est un apprentissage, c'est une éducation. Il faut aller s'y coller, avoir des expériences et voilà. Et on parlait tout à l'heure de développement psychosexuel parce qu'effectivement, il y a ce développement et il y a ce long apprentissage avec parfois, effectivement, des sorties de route. Hein. C'est vrai qu'on a l'habitude de donner, d'apprendre, comme le permis de conduire. Le permis, il y a un permis, il faut apprendre la sexualité et les parents peuvent accompagner les enfants dans la découverte de leur sexualité, du respect de leur corps, de leur intimité et oser parler un peu de sexualité. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Alors, moi, déjà, je vous remercie, mais on vous remercie aussi sur le chat. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, oui. Donc, on a pu aborder pas mal de questions quand même, et puis vous avez évoqué pas mal de ressources autour de ce sujet. Merci à vous. Merci également aux spectateurs d'avoir posé leurs questions. Le replay de cette conférence sera disponible sur la chaîne YouTube Parentalité de la CAF Touraine. Et je vous rappelle que vous pouvez trouver aussi des événements près de chez vous, en fait, sur le site Parents Touraine. Il y a des référencements et des informations sur beaucoup de thématiques autour du soutien à la parentalité. La prochaine conférence que nous vous proposerons dans le cadre des Mardis de la parentalité, elle sera le mardi 26 avril à 20h30 toujours. Il sera question du sommeil de l'adolescent, trop ou pas assez, et nous serons avec Madame Aude Humeau-Commun, qui est médecin généraliste et somnologue. Merci Valérie, merci Christine. Merci à vous. Merci Marie-Hélène et merci à l'équipe. Merci à vous et puis on vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à bientôt.